Thank you, Stefan. Thank you so much indeed for that. Donc merci à Stéphane, merci à tous, bienvenue à tous. Comme l'a dit Stéphane, je suis correspondant de la Deutsche Welle depuis plusieurs années et je me préoccupe depuis de nombreuses années, plus particulièrement du secteur maintien de la paix et forces de police dans les pays en conflit. Et je dois dire que j'ai été très impressionnée durant les 2 dernières journée d'avoir tellement un aperçu donc de l'intérieur sur tout ce qui se passe dans ces pays. C'est très intéressant pour moi en tant que journaliste allemand d'avoir la possibilité de me rapprocher justement donc de toutes les parties concernées qui sont présentes ici. Alors, pour pouvoir résumer un petit peu ce qui s'est passé durant ces 2 dernières journées, nous voulons regarder comment avancer, nous voulons voir comment poursuivre à l'avenir, puisqu'on nous demande maintenant comment est-ce que l'on peut procéder à l'avenir. Nous allons avoir un débat ouvert, mais pour démarrer d'abord, nous allons écouter d'abord 4 panélistes qui viennent de 4 domaines différents, aussi bien de la police que du monde des sciences. Le directeur qui représente donc qui s'occupe du service des affaires globales au sein du ministre et il s'occupe spécialement donc des affaires des Nations Unies. Et je vous remercie encore une fois de votre hospitalité et merci de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Il y aura un autre membre ensuite représentant les États membres, Jürgen Canal, qui est au ministère de l'Intérieur de l'Inde et il s'occupe également du déploiement du personnel auprès des missions des Nations Unies et il regarde au jour le jour de quoi la police a besoin, donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger, donc dans les missions des Nations Unies. Ensuite, à ma gauche, Bernard Malme, qui a présenté l'une des présentations justement les plus remarquées hier et il avait parlé donc de son équipe d'expertise pour lutter contre les crimes sexuels et sexistes. Et puis Alice Hills de l'Université de Leeds, elle était au PNUD pour la Somalie en 2011 et elle a beaucoup d'expertise en ce qui concerne les réformes des forces de police. Et en plus, elle analyse donc les services de police en étant impliqués dans ce qu'ils font. Donc, c'est inscrit ici sur le site Internet. Donc, je me réjouis d'accueillir ces intervenants. Nous allons commencer par Alice. Alice, je vous demande, en ce qui concerne différents points qui ont été énumérés, il y a eu beaucoup de points qui ont été énumérés et très souvent, on a parlé de la question du genre. Et manifestement, il y a un besoin très, très important d'avoir davantage de femmes dans les missions des Nations Unies. Ou bien est-ce que vous diriez tout à fait quelque chose de différent? Et comment faire pour changer? Non, il n'y aura pas de changement, à mon avis. Ce serait très, très étonnant s'il y avait des changements dans un avenir proche. Parce que tout le monde voit bien qu'il y a un problème, mais en fait, il y a un peu un déséquilibre de la discussion. Car hier, il y avait donc des interventions de manière très éloquente où on a indiqué quels étaient vraiment les problèmes. Et en fait, je crois que c'est une question très fondamentale qui doit être traitée. Pourquoi ne pas indiquer que les questions de genre, les questions de représentation des femmes, les questions sexistes, pourquoi est-ce que ce n'est pas encore suffisamment pris en considération? Eh bien, il faut voir les contraintes auxquelles on est confronté sans cesse. Donc, je trouve que c'était vraiment très bon de donner vraiment des points de vue, de dire qu'il y avait des tentatives de la part des Nations Unies, des tentatives
tentative politique, essayer de créer des commissions au départ, mais je crois qu'il n'y aura pas dans un avenir proche tellement de changements, quoi qu'on fasse. Et il y a toujours un petit peu une tentation quand on est confronté à de gros problèmes, on cherche des solutions radicales. Eh bien, moi, je pense que ce ne seront pas des solutions radicales qui nous permettront d'avancer. Il faudrait regarder peut-être, essayer d'avancer simplement, essayer de faire ce qui a été dit hier et aujourd'hui. Par exemple, comme l'avait dit Fred Higgins, c'est-à-dire tirer des enseignements de ce qui a tiré dans les différentes situations. Et par exemple, comme l'avait dit Fred pour la Chine, par exemple, avec des types d'approches vraiment nouvelles. Oui, mais il y a quand même maintenant une pression. On demande un changement, des réformes. Il y a quand même, on manque de ressources, on manque de moyens financiers. Alors, quelles sont vos idées pour le changement? Bon, il y a manque de changement, manque de ressources. On avait vu le transparent hier où on voyait les nombres, les pourcentages, le nombre de mandats du Conseil de sécurité et les forces déployés. Et je crois qu'il ne s'agit plus de discuter vraiment tellement de chiffres. Il faudrait plutôt parler de compétences. Et la prochaine fois, on devrait avoir un transparence sur les compétences des gens déployés sur le terrain. Et moi, je pense plutôt que pour l'avenir, pour les polices, il faut, pour avoir des opérations plus pertinentes, eh bien, il faut voir ce dont on a besoin, il faut donner aux nations d'accueil ce dont elles ont besoin. Et pour cela, il faut regarder comment on va organiser la police des Nations Unies, donc sur place, dans les opérations, avec de nouvelles méthodes de travail. Hier, j'avais mentionné les équipes d'expertise qui sont déployées en termes de violences sexuelles et sexistes. Eh bien, pour la police des Nations Unies, il faut toujours œuvrer sur une base de projet, sur la base de projet, pour voir sur quoi on veut se mettre d'accord, sur ce qui doit être fourni. Et ensuite, comme le collègue l'indiquait, il y a la question du leadership, de savoir guider, et il faut avoir des personnes qui soient vraiment capables d'être vrais leaders dans les opérations. Je crois que c'est plutôt là-dessus et je peux y revenir. J'ai encore d'autres suggestions que je pourrais faire pendant la discussion. Oui, merci, ça nous intéresse beaucoup également. Bien. Finalement, au bout du compte, si les chiffres sont là, et on vient d'entendre quand même dire qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. Bon, vous, en tant que représentant des États membres, qui sont tous des membres des Nations Unies, comment expliquez-vous cela? Mais les chiffres sont quand même importants, je ne suis pas d'accord. Et quand j'ai regardé toutes les diapositives et toutes les présentations, on a quand même une pénurie de plus de 2000. Et même pour les pays qui sont les plus grands contributeurs, il y a des pénuries, il y a un manque. Alors, évidemment, c'est les compétences qui importent, je suis d'accord. Il faut mettre la bonne personne au bon endroit, d'accord. En Inde, nous avons une force de police de 3 500 000 personnes. Nous avons donc un nombre important de formations. Nous avons des formations spéciales pour les enquêteurs, pour la gestion, etc., pour tous les domaines. Mais même si ces personnes sont nommées pour un poste, quelque part, ils ne sont pas choisis. Donc, il y a quelque part un problème de communication, parce qu'il y a des pays qui offrent des potentiels et ils ne sont pas véritablement utilisés. Donc, c'est vraiment ce fossé-là qu'il faudrait combler.
comblé. Donc, j'arrive directement de Haïti, moi, quand je suis venue ici. Et nous parlons justement de la gestion. Nous avons rencontré la commissaire. Eh bien, une des choses que nous utilisons là-bas, et c'est quelqu'un qui vient des forces à la frontière de l'Inde. Eh bien, nous avons là des gens extrêmement bien formés. Donc, vraiment, on pourrait envoyer plus de monde, mais c'est certainement la communication qui ne fonctionne pas assez. Vous dites qu'il y a un problème de communication, donc est-ce que c'est le problème qu'on doit chercher chez les membres ou est-ce que c'est une volonté politique et comment résoudre ce problème? Comment résoudre ce problème qu'on observe? Je crois que c'est un petit peu tous les facteurs en même temps. Je suis d'accord avec Nadja et nous avons deux problèmes, un problème quantitatif et un problème qualitatif à la fois. Donc, effectivement, manque de ressources financières, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers tous les systèmes de des Nations Unies, pardon, et pour toutes les tâches des Nations Unies, que ce soit développement ou sécurité. Et quand on parle de travail de police, je crois que la communication est encore moins bonne que dans d'autres domaines. Parce que dès qu'il s'agit de travail de police, et ça a été dit dès l'introduction de la conférence, les services qui sont responsables de la police dans un pays sont très orientés vers l'intérieur. Ils ne sont pas tellement orientés vers l'extérieur. Donc, il faut essayer de faire ça mieux, c'est-à-dire de faire plus de travail auprès des ministères de l'Intérieur. Il faut faire participer justement les gens des ministères de l'Intérieur. Il faudrait avoir des conférences comme celle-ci. Il ne faudrait pas que ce soit un seul exercice sans suivi. Il faut que ça se répète. C'est l'année prochaine et l'année d'après. Mais il faut donc les faire participer aux discussions à New York, parce que c'est à New York qu'on a cette activité quotidienne et on aurait ainsi une meilleure participation des ministères de l'Intérieur. Il faut les inviter tout simplement à venir voir sur place à New York. Mais il y a un groupe de conseil stratégique avec 40 membres, si je ne m'abuse, qui... Est-ce que ça ne peut pas être déjà un premier outil que l'on pourrait utiliser pour faire un progrès politique, pour faire en sorte que les ministères de l'Intérieur soutiennent plus UNPOL? Oui, ça serait une très bonne façon de commencer. L'Allemagne a une mission à New York importante. Elle a déjà commencé à le faire il y a quelques années. Et il y a seulement quelques pays, comme vous dites. Et c'est un cercle de petit nombre qu'il faudrait donc agrandir. Dans tout ce qui est Nations Unies, je le disais dans mon introduction hier, il y a ce mécanisme du groupe d'amis. Vous avez certains groupes de femmes qui se réunissent pour tous les problèmes de piraterie, la Somalie, l'Afrique occidentale, les questions humanitaires, etc. Vous avez pour tout des groupes d'amis. Eh bien, ce format groupe d'amis est excellent, mais on n'en a pas justement pour ce problème-là. Parce que ça crée une espèce de sens d'appartenance. On partage un objectif ensemble et ça permet d'unir différentes parties géographiques du monde. Et il y a cette question de sembler s'approprier un certain problème. C'est une façon très judicieuse de résoudre le problème. Donc, il faudrait vraiment que ce soit ouvert pour tout et que tous les parties prenantes seraient réunis là dans ce groupe. Oui, mais ce format de groupe d'amis est particulièrement efficace, disent certains, mais d'autres disent qu'il y a certains groupes d'amis qui ne réussissent pas autant. Mais il y a une structure qui a déjà été évoquée, c'est-à-dire le groupe des conseillers stratégiques en matière de police. Ça serait peut-être aussi une bonne façon de commencer. Je suis certain que ça serait une bonne façon de commencer. Mais comme vous l'avez dit vous-même, il y a peu d'États membres qui ont des conseillers en matière de police dans leur rang. Donc, il faudrait vraiment ouvrir cela pour des missions plus petites où on ne peut pas se permettre d'avoir un conseil en matière de police à New York. Donc, il faudrait qu'il y en ait quelqu'un à New York, mais il faudrait peut-être aussi voir si quelqu'un de la capitale du pays ne serait pas intéressé à participer à un tel format. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la possibilité au public d'intervenir.
à l'auditoire, parce que finalement, nous avons un peu plus de temps pour la discussion qu'à la fin du dernier panel. Est-ce que vous avez des idées? Sinon, nous continuerons ici avec les membres du panel. Je ne vois personne qui lève la main. Ah si, voilà, allez-y. Bonjour, je suis Bob Reeder, Institut des États-Unis. Il y a une question que je voudrais vous poser. L'examen actuel que l'on fait passer pour les gens qui veulent être recrutés, on leur demande donc des capacités linguistiques, le permis de conduire, etc. Mais je crois que c'est absolument pas adapté aux missions. Vous l'avez dit pendant ces derniers jours, on a besoin vraiment de plus de qualifications et d'expertise. Donc, vraiment, les aptitudes que l'on demande ne sont pas au niveau. Est-ce qu'on ne peut pas moderniser ça un petit peu et rendre ces examens un peu plus adaptés à la mission qui devra être remplie? Oui, ça ramène à la discussion au sujet de la compétence. J'attirerai votre attention à la première page du magazine de la police de l'ONU. On cherche des wanted, il y a marqué, il y a wanted des policiers pour les envoyer dans les opérations de paix. Chaque année, les chefs des composantes de policières dans les missions se réunissent à New York pour leur réunion annuelle. À mon époque, j'étais justement conseiller pour les matières de police et questions de police, donc j'avais le plaisir de les recevoir. C'était moi leur hôte. Et je leur demandais toujours quelles étaient leurs listes de souhaits et de desiderata. Et je les accueillais toujours en leur disant « Oui, vous êtes des gens compétents ». Et comme l'a dit mon collègue, donc ce sont des gens compétents. Mon collègue indien était en Haïti au mois d'avril, et là, il y a environ 10 000 policiers qui sont déployés à Haïti venant des Nations Unies, et il y a donc MINUSTA là sur place, mais sur les 10 000, sur les 3 000, il y en a seulement 350 qui sont capables de faire des missions de formation de capacité avec la police haïtienne. Donc, nous devons vraiment discuter pour que nous sachions vraiment quel type de compétences sont nécessaires pour encourager les États membres à déployer les policiers et les personnes avec l'expertise nécessaire. Oui, mais est-ce que la police de l'ONU peut dire aux États membres « Envoyez-nous moins de gens, mais des gens plus qualifiés » Est-ce que ça serait peut-être une solution? Mais pourquoi pas? Parce que je ne suis pas absolument certain de la qualification des femmes par rapport aux hommes. En tout cas, les femmes que j'ai rencontrées, si vous leur avez posé la question « Qu'est-ce que vous demandez d'abord en premier ?», elles demandaient plus de formation en matière d'enquête, plus d'informations spécialisées qui leur permettraient de faire véritablement une vraie contribution à l'effort général. Donc, c'est peut-être un peu naïf, mais si on explorait cette voie, peut-être que l'on pourrait répondre et faire d'une pierre plusieurs coups. Je vous pose la même question. Moins de police, mais une meilleure police? Oui, peut-être ces questions de permis de conduire et de capacité linguistique. Eh bien, c'est justement un problème pour les femmes parce que, enfin, en Inde, nous n'avons pas beaucoup de femmes qui ont le permis de conduire. Donc, c'est un petit problème, mais ça montre bien que les aptitudes sont très importantes. Et la langue, c'est très, très important quand vous êtes des formateurs. Parce que si vous êtes des formateurs, vous allez sur le terrain, le problème de la langue est important. Et puis, il faudrait ajouter d'autres problèmes peut-être plus importants. Parce que pendant ces 2 jours, on n'a pas véritablement énoncé de nouvelles idées. Finalement, c'est la population locale qui doit être mieux formée pour arriver plus à la moyenne des connaissances. Alors, pourquoi ne pas faire un programme d'action civique pour
qu'il y ait plus d'interaction avec la population locale. Par exemple, faire une espèce de formation médicale ou une formation des enfants. À Haïti, nous avons notre FPU qui est basé là et juste à côté, ils ont mis des lampadaires dans la rue pour leur propre accès, pour faciliter leur accès. Mais ils se sont aperçus que tous les soirs, il y avait un tas d'enfants, des milliers d'enfants qui se réunissaient là pour pouvoir lire à la lumière de ces lampadaires. Donc, on pourrait commencer avec des choses comme ça aussi. Et puis, j'arrive directement de Haïti, c'est pourquoi je vous parlerai encore de Haïti. Par exemple, aussi, la circulation est complètement désordonnée et l'organisation de la circulation est quelque chose de très important. Donc, on parle de la police, on parle de la justice. Est-ce qu'on parle peut-être pas assez aussi de choses aussi pragmatiques, aussi terre-à-terre que la circulation? Il faudrait peut-être s'occuper de ce genre de problème aussi. Merci. Stéphane Feller a dit, peut-être pendant ces dernières journées, qu'il vous a dit que ça devrait être un processus et qu'il y allait avoir une conférence la semaine prochaine et une autre la semaine d'après sur les opérations de paix où participe le gouvernement allemand. Donc, c'est important que nous ayons aussi plus de participation à ce processus, de participation ici, sur place, pour donner votre avis. Alors, Anne-Marie, c'est peut-être pas moi que vous aimeriez entendre, mais je suis désolée, je reprends la parole. Alors là, il faut vraiment qu'on explique un petit peu ce qui a été dit par le panel. Nous avons entendu dire plusieurs fois que dans l'émission, il n'y a pas assez d'effectifs. Ce n'est pas tout à fait correct. Nous avons pu, en fait, remplir cette pénurie ou fermer cette pénurie. Et c'est véritablement un problème d'aptitude et de compétences. Alors, on a besoin de policiers, mais on a besoin de policiers différents. Donc, c'est ça difficile. La difficulté, c'est de trouver des policiers idoines. Alors, j'aimerais bien croire que l'on peut changer la situation quand même et qu'on pourra permettre aux femmes de jouer un rôle plus important dans le travail de police. Bien sûr qu'il y a d'énormes difficultés, mais si on ne fait rien et si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Et mais de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, un policier peut faire le même travail. Et cet objectif de 20% d'ici 2014, il a été établi, et je l'ai répété plusieurs fois, parce que ça reflète la réalité dans la plupart des organismes de police aujourd'hui. Donc, il faut quand même que si nous avons des ambitions, elles reflètent à peu près les possibilités et la réalité dans les différents pays. Voilà pourquoi on s'est fixé ce chiffre de 20%. Merci de me donner ces possibilités. Je viens donc du centre de formation du Ghana. Nous avons donc différents systèmes de formation. Je ne vais pas revenir sur ce que nous faisons au Ghana, mais pour préparer donc les policiers lorsqu'ils vont en mission aux Nations Unies, nous avons d'abord des conditions préalables, c'est-à-dire par exemple les policiers doivent être désignés par leur propre pays, ensuite satisfaire aux critères des Nations Unies et en plus il y a des entrevues qui sont faites avant la mission. Mais en même temps, donc, nous avons eu quelques 500 personnes formées, cette année encore 300. Et donc, ça, c'était pour le DOMP. Mais finalement, les Nations Unies pourraient faire davantage pour soutenir ces centres de formation. On peut donc également fournir des incitations. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rendre certains éléments, par exemple, obligatoires? Il y a des compétences, par exemple, certaines compétences des policiers. Si on leur demande de faire quelque chose donc, sur le terrain, et s'il y a des possibilités ensuite d'offrir une formation, pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'accent là-dessus, sur ces possibilités de formation pour avoir des policiers plus
mieux formés? Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de standardiser davantage donc les programmes de formation? On peut très bien utiliser naturellement les documents qui sont fournis par le PNUD et autres, mais je pense qu'il faut vraiment donc opérer encore davantage au niveau du développement de ces compétences. Merci de ces commentaires. Pour ce qui concerne les centres de formation, je crois que les centres de formation doivent vraiment être à la pointe pour améliorer justement l'ensemble des compétences des forces de paix. Là, c'est un défi certainement, et vos centres de formation sont vraiment donc à la pointe pour effectuer cela, pour pouvoir y parvenir. Anne-Marie disait donc qu'il fallait combler les lacunes en ce qui concerne la formation, et comme le disait le collègue du Ghana aussi. Alors, je voudrais savoir votre point de vue. Oui, la formation est un sujet très important, et donc nous voulons également donc soutenir justement ce centre Kofi Annan de formation au Ghana. Mais il faut rester souple quand même. Vous avez donc des policiers extrêmement bien formés à travers le monde, et ils peuvent très bien donc assurer le maintien de la paix. Il y en a qui n'ont pas besoin de certification complémentaire. Moi, je ne suis pas expert en la matière, mais je pense qu'il faut garder une certaine capacité d'adaptation. Cependant, évidemment, la formation joue un très grand rôle, et donc on a essayé déjà donc de la part du gouvernement allemand de mettre en place, d'avoir des écoles sur place dans la mesure du possible, et essayer donc d'œuvrer de manière plus efficace pour avoir des policiers sur le terrain. Par exemple, nous avons formé des Sénégalais, nous avons des forces maintenant qui interviennent au Darfour, également en Somalie. Bon, la formation doit être analysée de très près, mais cependant, je ne suis pas expert dans ce domaine. Bon, nous en avons organisé également donc en Inde, et dès que ces cours auront été faits, il y aura également donc des forces qui seront disponibles ensuite. Nous essayons également donc d'avoir un certain nombre de compétences standardisées que nous faisons passer. Autre question, Anne-Marie. Non, un commentaire. Je pense que c'est très important justement de relancer ce processus de formation. Ce n'est pas seulement donc de s'adresser au ministère, mais il faut vraiment sensibiliser au niveau des décideurs, donc, parce que c'est très important d'avoir des institutions dans le secteur de la sécurité qui soient parfaitement bien gérées. Donc, c'est très important pour les opérations de maintien de la paix. Et je peux vous dire que nous avons fait énormément d'efforts, mais je ne suis pas toujours sûre qu'au Conseil de sécurité, on se rende vraiment bien compte de l'importance, et je ne sais pas si on se concentre véritablement sur ce sujet, car il y a évidemment donc une gestion à effectuer au jour le jour, mais donc nous aurions de meilleurs résultats donc si on accordait davantage d'importance à ce sujet. Et pour ma part, donc, il y a toujours des restrictions sur le plan pratique, et évidemment sur le plan budgétaire. Nous savons très bien où nous en sommes, mais d'un autre côté, il y a toujours différents types d'activités pour les différentes missions, pour les différentes opérations, et souvent donc on a besoin donc d'avoir une certaine densité. C'est la raison pour laquelle il faut avoir les chiffres correspondants. Mais d'un autre côté, il faut... Bon, il y a un effort urgentissime, c'est vraiment donc d'avoir des entraîneurs, des instructeurs, de fournir les compétences donc aux gens.
pour pouvoir intervenir dans ces pays, donc sinon ça ne marche pas. Et comment est-ce que l'on peut avoir suffisamment d'instructeurs, de moniteurs pour organiser, comment faire? Il faut organiser donc ces académies de police et parfois ils doivent donc même apporter leur propre équipement, par exemple aussi. Des amis américains pourraient vous dire comment ça se passe parfois dans certains pays, quelles sont les restrictions auxquelles on se voit confronté. Donc tout ça doit être bien connu, il faut que les décideurs le savent et on peut pas séparer donc les choses. Il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments pour les activités de police. Et parfois donc on se retrouve donc à des policiers qui sont là pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans au maximum. Et donc, ensuite, est-ce qu'ils vont revenir ensuite vers d'autres opérations de paix, de maintien de la paix dans d'autres pays? Non, c'est pratiquement nul. Donc, il faut intervenir donc aussi bien sur le lieu de déploiement que dans le pays pour essayer d'avoir donc un maximum de résultats. Et puis, il y aura certainement des conférences ensuite de suivi. Et bien que nous devons toujours partir du principe qu'il y aura des restrictions budgétaires pour ce genre de conférences, mais il faudra pourtant continuer. Et en ce qui concerne le groupe d'amis, moi j'apporte mon soutien à cette idée, je souscris tout à fait à cette idée. Et il faut essayer de trouver donc un soutien politique, certainement. Il faut faire tout cela donc pour générer le personnel correspondant. Il faut bien insister donc sur ce point. Et les FPU ont à faire leur travail, mais il faut donc former les locaux également sur place. Et il faut se concentrer sur la question des compétences et en même temps donc les équipements. Si on peut même pas donc leur fournir le matériel correspondant, eh bien finalement ça ne sert pas à grand chose de toutes ces mesures. Pour la question politique, vous avez vous-même passé 5 ans en tant que diplomate donc à New York. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de sensibiliser justement sur ce thème? Pourquoi est-ce que c'est très difficile de mettre ça à l'ordre du jour politique? Eh bien, dans la perspective des États membres, il y a plusieurs secteurs où on a des pénuries financières. Bon, il y a peu de gens, moi je parle de l'Allemagne parce que bon, c'est le cas que je connais le mieux, et bon, il y a eu entre 800 et 1000 millions de dollars chaque année donc aux Nations Unies, et donc la contribution aux Nations Unies maintenant va en diminuant par exemple. Mais quand il s'agit d'avoir des paiements volontaires, justement, il y a vraiment donc des réductions considérables. Et en fait, il y a tellement de secteurs qui sont importants, par exemple pour le secteur de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, il y a la FAO, il y a tous les programmes. Bon, il y a énormément de secteurs dans toute l'Organisation des Nations Unies. Bon, et quand on arrive, on dit, voilà, nous, on veut davantage de forces de police. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il y a une concurrence entre les différents fonds, une compétition pour avoir les différents financements. Et alors, c'est pour ça qu'il faut montrer que vous avez à ce moment-là vraiment une manière très professionnelle. C'est pas seulement une question de qualité, de quantité, c'est une question de marketing. Il faut savoir faire le marketing de votre produit. Et pour le maintien de la paix, eh bien je crois que vous ne présentez pas encore suffisamment. On n'arrive pas encore. Je suis très proche de Dimitri. En fait, on arrive mal à communiquer aux décideurs. Par exemple, ce sont les ministres de l'Intérieur qui travaillent dans ce domaine-là. Ils n'ont pas l'habitude de travailler dans le secteur international. C'est l'un des problèmes. Mais il y a encore d'autres problèmes manifestes.
sur la question de l'attention portée sur la question donc de la taille des missions, etc. Et il y a toute une multitude de petits problèmes concrets. Mais je crois que nous avons vraiment besoin d'un format qui nous permette d'avoir des échanges d'idées de manière très souple pour pouvoir dégager des objectifs communs dans ce secteur pour ce qui concerne justement donc les forces de police des Nations Unies. Bon, vous venez par exemple donc du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez agir directement dans ce sens? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour les diplomates de coopérer donc avec les spécialistes de l'intérieur, de la politique intérieure? Eh bien, en fait, on est isolé des deux côtés. On vit un peu dans le vide et on ne voit pas exactement ce qui se passe. Par exemple, donc le ministère des Affaires étrangères nous dit voilà, il y a telle et telle exigence. Est-ce que vous pouvez fournir? Et parfois, donc, le ministère de l'Intérieur, en tant qu'interlocuteur politique, c'est peut-être pas vraiment toujours donc la meilleure adresse. Alors, si on continue sur cette idée de groupe d'amis, sur une base pratique, ce serait quand même une opportunité d'avoir un nouveau cadre qui démarrerait juste maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire dès le départ, à votre avis? Pour le groupe d'amis, pour le maintien de la paix, bon, ce serait très utile. Ce serait très utile de mettre cela à l'ordre du jour politique. Il y a plein de groupes d'amis à New York. Et le groupe d'amis, pour nous, devrait avoir donc une influence importante dans les capitales, car les diplomates sont un petit peu là d'avoir ces groupes d'amis quand ils doivent participer à trop de groupes. Et puis, il y a un autre sujet, ce sont les conseillers pour la police. En tant que pays membre, si vous voulez vraiment vous pencher sur le problème des forces de police qui vont être déployées, il faut avoir vraiment donc des conseillers pour la police auprès de votre délégation à New York. Maintenant, donc, il y a 14 consultants pour la police à New York à l'heure actuelle, et ces consultants en police proviennent justement donc des ministères de l'Intérieur de leur pays respectifs. C'est quand même pas mal pour les forces de police et également donc pour les différentes missions de maintien de la paix. Est-ce qu'il faudrait avoir davantage de consultants à New York? Je n'en sais rien. Alors, une autre... Non, mais juste pour commenter là-dessus, il y a quelques années, tous les États membres ont veillé à avoir des conseillers militaires qui les représentent à New York. En fait, donc, les conseillers militaires commençaient donc à se préoccuper de tous les sujets possibles, y compris la police. Mais maintenant, la police doit intervenir et maintenant, on a les missions, le déploiement de police, et à ce moment-là, on a les consultants pour la police. Et je suis absolument sûre que le nombre va augmenter à l'avenir. Je voudrais faire un commentaire. J'ai toujours été surprise par le nombre assez faible de ces gens, parce que, en fait, il semble que le problème de la police est quand même vraiment énorme, et ça serait important d'avoir des spécialistes là, sur place. Donc, alors, mais ça serait en tout cas bien s'ils étaient plus nombreux. Michael vient de dire, et après je crois qu'il va être obligé de nous quitter parce qu'il est presque 16h30, la question de la police, ce n'est pas quelque chose qui se vend bien à New York dans le monde diplomatique, mais c'est un produit pas cher non plus si on compare ça à des interventions militaires. Donc, on sait que justement, on a moins de ressources, puisque les ressources baissent.
ça serait peut-être... Écoutez, il n'y a pas de réponse aussi facile. Bien sûr, il y a un déséquilibre, effectivement, en matière de présence, peut-être de statut aussi, de rôle. Mais c'est une question politique, je crois, très politique. Donc, il vaut mieux que je reconnaisse que du côté politique, je ne suis pas assez informée pour répondre. Je vous donnerai autrement une réponse erronée. Vous voulez essayer? Oui, je suis d'accord avec cette idée d'avoir plus de consultants auprès des Nations Unies ou dans les missions, parce que ça fonctionne bien. Parce que c'est vrai que les consultants et les conseillers militaires ont joué un rôle plus important dans le passé. Mais je crois que c'est effectivement une question politique. Bien, merci d'abord de votre présence ici. Nous continuons la discussion. Alors, il nous reste encore une demi-heure et pendant ces 2 journées, j'avais l'impression qu'il y avait des questions qui ont été posées, mais peut-être qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie pour s'attaquer à ces questions. Vous attendez tous peut-être la détente sur la promenade en bateau. Bien. Merci. Pierre Vada de Suisse. C'est plutôt un commentaire qu'une question, mais je le fais comme ça. En écoutant les différentes interventions des membres du panel hier et aujourd'hui, j'ai eu un peu l'impression que la police de l'ONU doit faire beaucoup d'activités qui pourraient peut-être être assumées par des civils, par des spécialistes, s'il y avait un meilleur lien avec d'autres organisations et la police de l'ONU. Donc, on peut être ne pas tout faire par la police de l'ONU. Donc, en tout cas, il y a des lignes directrices que nous devons appliquer quand nous allons en mission. Peut-être qu'on devrait peut-être s'intéresser plus au niveau du mandat que l'on donne pour une mission donnée, pour donner donc plus de temps aux consultants pour mieux se former et les moyens aussi. On l'a déjà dit que la formation est très bonne, mais si elle n'est pas accompagnée d'équipements pour la police, ça ne servira pas à grand-chose. Pour développer la police locale si on ne leur donne pas les moyens. Donc, lorsqu'on prolonge la mission, ça commence à coûter très cher aussi pour les bailleurs de fonds. Ça coûte plus cher que si les bailleurs de fonds travaillaient ensemble entre la police et le ministère de Développement, fournir l'équipement souhaité, l'équipement nécessaire. Et ça pourrait suivre donc la mission. Il pourrait y avoir un suivi plus harmonieux, avec moins d'interruptions. Alors, au niveau du mandat, là, je crois que la réponse est oui. Il y a certainement possibilité de faire mieux, avoir une meilleure coopération entre le côté développement et le côté purement police. Merci. Alors, je passe ça directement à Anne-Marie. Elle me fait signe. Est-ce qu'il faut peut-être plus faire du streamlining du problème ou du mandat? Alors effectivement, nous utilisons de plus en plus de civils dans la police. J'ai 2 exemples où ça a été fait ainsi. D'abord, la mission à Timor-Leste, où on a pu avoir 19 positions dans des domaines clés où on pouvait vraiment mieux répondre aux besoins de l'État hôte, et d'autres, et certains étaient justement des civils. Et puis, je suis d'abord qu'il y a des domaines, comme par exemple le domaine de l'achat, où vous n'avez pas besoin d'être dans la police pour faire ce genre de travail. Et un autre exemple où on a pu obtenir des postes spécifiques, c'est au Libéria. Donc ça commence à se faire et c'est effectivement une bonne façon de procéder. Il y a des postes qui peuvent certainement être remplis par des civils. Et pour ça, il n'est pas nécessaire même de changer le mandat. Oui, merci. La situation économique, on en a déjà parlé, et il y a peut-être plus de difficultés à obtenir des financements volontaires des projets. Et je crois que ça ne va pas beaucoup changer à l'avenir, ça restera difficile.
Anne-Marie Horler a dit hier que le partenariat était important, un partenariat avec d'autres agences ou d'autres organisations. Je pense que nous devrions également faire du partenariat avec les États membres, parce qu'on pourrait avoir une coopération plus étroite avec un État membre. J'ai parlé hier cette équipe d'experts sur la violence basée sur le sexe et le genre, cette équipe qui a été envoyée à Haïti. Donc, ils ont véritablement atteint l'objectif qui avait été convenu avec les Nations Unies. Un autre exemple avec l'Allemagne aussi a été fait de cette façon. Donc, l'Allemagne, comme les autres pays membres, feront plus attention à ces possibilités. Ça, c'est aussi une façon de se servir de partenariat pour trouver d'autres méthodes pour faire le travail de police. J'ai quelques remarques à faire qui portent sur la deuxième session de ce matin, c'est-à-dire ceux qui sont les empêcheurs de faire de la paix. On a parlé de la nécessité de réunir les informations et les renseignements sur ceux qui sont les troubles qui empêchent la paix. Mais je suis un petit peu inquiet quand je pense aux ressources dont disposent ces gens qui empêchent la paix de se faire et sur la disponibilité de données sur ceux qui encouragent ces actions d'empêcher la paix, c'est-à-dire l'énorme intérêt économique que représente le trafic de drogue qui va de l'hémisphère sud vers le nord. Je m'explique un peu mieux. On sait que la grande majorité des drogues qui arrivent dans les pays du Nord partent du pays de l'hémisphère des pays du Sud. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur les acheteurs de ces drogues. Parce que si on savait qui sont les acheteurs, ça permettrait de décourager ceux qui produisent les drogues qui auraient plus de difficultés à les vendre. Donc, ça serait vraiment important de savoir non seulement d'où viennent les drogues, mais il faudrait savoir qui les achète et comment on peut effectivement essayer de rompre cette chaîne et ce réseau d'achat qui facilite à ceux qui veulent empêcher la paix de se faire leur tâche. Et puis, Gary a dit quelque chose qui m'a plu tout à l'heure. Il a dit qu'il fallait faire des dons d'équipement. Oui, faites de la formation, c'est une bonne chose, mais donnez aussi de l'équipement. C'est très important pour que les policiers de la paix puissent faire leur travail. Voilà, c'était juste mes deux remarques que je voulais faire. Alors, je vous donne la possibilité de parler un peu plus des équipements, justement. Si mes souvenirs sont exacts, vous avez dit que vous aviez vos propres financements hier et que pour vous, c'était justement un grand avantage parce que vous pouviez agir rapidement. Vous avez donc des équipes d'experts et le financement de projets. Bon. Alors, les équipes d'experts pourraient donc agir très rapidement et avoir recours à cet équipement. Vous avez parlé évidemment du trafic de drogue, la façon dont cela favorise évidemment le crime organisé. Mais si on veut faire ce genre de travail, on a besoin effectivement de gens extrêmement experts en la matière. Donc, ça fait partie aussi du rôle des opérations de maintien de paix, de regarder cet aspect et de se doter évidemment des aptitudes et des gens ayant l'expertise pour le faire. Avez-vous d'autres questions? Monsieur Titov? Oui, je voudrais faire une remarque. Concernant l'équipement, c'est vraiment un problème extrêmement grave parce que
Souvent, on rentre dans un pays, on fait une mission et il n'y a pas de suivi en matière d'équipement ou d'infrastructure. Donc, c'est vraiment une question de responsabilité parce que c'est la responsabilité d'un gouvernement qui doit moderniser ses infrastructures et sa police. Et ce n'est pas le rôle de la communauté internationale. Les internationaux ne peuvent pas tout faire. Même les pires dictateurs ont leur propre système qui fonctionne, leur police qui fonctionne bien en général. Mais quand on parle de ces missions et qu'il y a une mission dans un pays, on a toujours l'impression que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est vraiment l'État récipiendaire qui devrait définir clairement les paramètres pour dire de quoi ils ont besoin, qui apporte quoi, quel sera l'équipement nécessaire dans le cadre de la mission et quel sera le suivi. Donc, deuxièmement, je crois avec beaucoup de conviction que tout effort de maintien de paix devrait toujours être accompagné par un plan de stabilisation. Donc, dans tous les domaines, toutes les régions où nous avons ces actions, donc, comment créer la police, la justice, la protection, comment garantir la sécurité et comment éliminer les armes dans le pays. Donc, c'est un plan très vaste qui doit comprendre absolument tous les éléments et qui doit comprendre aussi le développement ou la récupération du développement très autrement. En fait, nous coûtons très cher, c'est-à-dire que les efforts de maintien de la paix coûtent très très cher si on n'a pas tout cela. Et puis, il y a la fonction de prévention qui est très importante. Avant que les crises ne se déclarent sur une grande échelle, est-ce qu'on pourrait déjà fournir de l'expertise, cibler de la formation, améliorer la qualité des services nationaux avant justement qu'un conflit ne se déclenche? C'est quelque chose que l'on doit peut-être examiner aussi bien au niveau du Conseil de sécurité que de l'Assemblée générale que des États membres. Et puis, on parle véritablement des besoins énormes en matière de travail de police, mais sachez bien qu'à une petite échelle, il y a aussi un besoin de créer des capacités. Moi, j'aurais besoin, par exemple, de 400 juges ou spécialistes des juridictions. On aura besoin également de gens pour les prisons et puis des services de procureurs. Et pour ça, évidemment, les États membres demandent de certains niveaux de connaissances et militaires, bien sûr. Donc, c'est véritablement un package dont on doit parler qui doit être fourni malgré toutes les limites de ressources et nous devrions essayer tous d'utiliser ce package de la manière la plus efficace que possible. Du point de vue académique, lorsqu'on a affaire à une longue liste comme celle de M. Titov, est-ce que l'on peut vraiment espérer résoudre ce type de problème avec un simple groupe d'amis ou est-ce qu'il faut faire beaucoup plus? Je crois qu'un groupe d'amis peut apporter vraiment son support, ce qui est très pratique, mais finalement, il s'agit de types d'expertise qui l'on devrait avoir soi-même. C'est-à-dire que la police de l'ONU devrait disposer de cette expertise elle-même in-house, donc pas de l'extérieur, qui permettrait donc d'avoir accès à la justice, etc. Donc c'est énorme comme ambition et c'est très difficile à constituée, mais pourquoi la police de l'ONU ne développe-t-elle pas elle-même développer cette expertise qu'elle pourrait peut-être ensuite passer à d'autres, en se servant peut-être chez les groupes d'amis ou en trouvant des... Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire comme ça pour une mission, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire sur le long terme. C'est une nouvelle tendance, d'ailleurs, de consacrer tant d'énergie à cela, mais si c'est vraiment aussi grave et aussi sérieux, bien, il faudrait déjà envisager les capacités dont on a besoin et les créer
parce qu'on a d'énormes ressources, il y a beaucoup d'expertise avec le matériel dont on dispose, l'enseignement déjà tiré. Donc, ça vaut peut-être la peine de formaliser cela. Tout cela existe, mais il faut peut-être le formaliser et l'utiliser. Vous avez donc effectivement l'expertise que d'autres gens souhaiteraient avoir. Voilà pourquoi je pense que cela permettrait d'atteindre un statut, et j'utilise ce mot à dessein, qui serait bénéfique pour nous tous. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Dimitri Titov concernant les activités de prévention. Un des défis que l'on va devoir relever à l'avenir et les crises futures rendront nécessaire l'utilisation de ces capacités d'agir de telle façon qu'on se serve d'une boîte à outils très souple, très flexible. Je ne sais pas à quoi elle ressemblera, cette boîte à outils, mais nous avons appris que dans cette boîte à outils, il faudra évidemment un élément de police très important, mais pas de la façon dont c'est organisé aujourd'hui, peut-être d'une autre façon, mais je n'ai pas de réponse à cela. Alors peut-être qu'on peut demander aux participants ce que l'on doit mettre dans cette boîte à outils. Quand on parlera à l'avenir des processus qui sont en cours maintenant. Il y a d'abord plusieurs personnes qui ont levé la main, mais les ladies first. Merci de me donner l'occasion de parler. Puisque nous sommes partis avec les enseignements d'hier et nous avons continué la discussion aujourd'hui, je tire l'impression que, au fil des années, nos missions de maintien de paix dans le monde, qui ont été saluées par tout le monde, dont tout le monde se félicite, ne sont pas reconnues comme elles le mériteraient. En tant que membre du panel, qu'est-ce que vous faites comme évaluation des efforts de maintien de paix pendant toutes ces années, de sorte que le Sierra Leone est devenu un pays où il y a la paix, le Libéria aussi, où on a même eu des élections dans ce pays, sans les expertises dont on demande aujourd'hui qu'elles soient offertes, ça n'aurait pas été possible. Donc je crois que c'est très difficile de changer nos façons de faire et nos tactiques au XXIe siècle. Mais je crois qu'il faut reconnaître que chaque policier est formé pour les tactiques et les stratégies de base du travail de police. Est-ce que nous avons vraiment fait du bon travail toutes ces dernières années? Merci. Merci pour ce commentaire. Et maintenant, une dernière question tout au fond de la salle. Quelqu'un avait levé la main pour poser la question? Non? Oui, alors là, une question. Commissaire Edouard Di Burundi, ce n'est pas une question que je voudrais poser, c'est un commentaire qui servirait de contribution sur cette question de la participation de la femme dans les missions de maintien de la paix, au vu de l'expérience sur la réforme de la police au Burundi. Et au niveau donc, dont je parle, au niveau de la réforme de la police au Burundi, nous avons mené une étude sur l'identification des barrières qui empêchent à ce que la femme intègre bien à la police nationale. Et à partir de ces barrières, nous avons aussi identifié les besoins que la femme, une fois levée, donc une fois satisfait ses besoins, peut effectivement contribuer à intégrer bien à la police nationale et partant même dans les missions de maintien de la paix. Et parmi les barrières que nous avions identifiées, les plus importantes sont la volonté politique des États membres, ce que nous avons appelé aussi les mentalités qui sont développées autour de l'intégration de la femme, autour de la culture aussi, et autour aussi des besoins. Et nous avons, parmi les besoins que nous avons identifiés qui seraient nécessaires, nous avons trouvé que
qu'il est plus important d'abord de sensibiliser la femme elle-même pour qu'elle comprenne l'importance de s'atteler aux missions de police. Et le deuxième besoin qui est important, c'est la formation. Ici, on en a parlé, pratiquement tous les intervenants en ont parlé. La formation joue une grande importance dans l'intégration de la femme à la police et partant aux missions de ministère de la paix. Donc ici, je voudrais soulever ici que après avoir mené cette étude, nous avons remarqué effectivement qu'il y a un pas important qui est en train d'être franchi. Et ce pas important, c'est que déjà, nous venons d'organiser un recrutement au niveau de l'Institut supérieur de police et nous avons 30% des femmes licenciées en droit qui ont accepté d'entrer dans cet institut et qui sont en train d'étudier les cours de police pendant 2 années. Donc vous comprendrez bien que ces gens-là, demain, seront des femmes compétentes pour aborder les questions de maintien de la paix, les questions des opérations de maintien de la paix. Et l'autre suggestion que je voudrais donner ici, je voudrais vraiment remercier très sincèrement le pays hôte, la République fédérale d'Allemagne. C'est elle, à travers son organisation GIZ, qui nous a aidé effectivement à mener cette étude et qui contribue aussi aujourd'hui à financer un plan d'action que nous avons élaboré après cette étude visant au renforcement de la femme à la police nationale burundaise. Donc je tiens absolument à féliciter la République d'Allemagne pour les efforts fournis pour effectivement faire relever le niveau de la femme dans la participation des missions de police et des missions de maintien de la paix dans le monde. Ici encore, je voudrais souligner quelque chose d'important. Au niveau de la volonté politique chez nous, nous avons déjà un pas important que nous avons déjà franchi au niveau de l'intégration de la femme dans les institutions républicaines. Nous avons déjà plus de 46% de femmes au gouvernement. Nous avons également à peu près autour de 36% au niveau du Parlement. Mais aussi, dans toutes les institutions, nous atteignons déjà plus ou moins 30%. Et c'est consigné dans la Constitution burundaise. Donc vous voyez qu'il y a des efforts qui peuvent être fournis par certains États, mais la porte d'entrée, c'est qu'éventuellement, il faut une formation, et une formation pour la femme jouera un grand pas important pour l'intégration dans toutes les activités de la police et du maintien de la paix dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons encore plus de temps ce soir, je crois, pour discuter en plus. Thank you very much indeed at this moment. Thank you for your active participation. I would like to hand over to Stefan. Please come over here. Thank you very much. Thank you.